L'écho du cri résonnait encore au 32e étage de la tour la plus luxueuse de la Défense, à Paris. Lorsque Céline Valois sentit son monde vaciller, les paroles étaient sorties de la bouche de Damien Lenoir comme des dagues empoisonnées. « Vous n'êtes bonne qu'à nettoyer le sol !» Ses mains tremblantes serrèrent le manche de sa serpillière, tandis que des larmes menaçaient de jaillir. À son âge, elle avait nettoyé des milliers de bureaux, enduré des regards de mépris et des remarques blessantes. Mais jamais, au grand jamais, elle n'avait ressenti une humiliation aussi profonde. « Monsieur Lenoir, j'essayais seulement d'expliquer. » Commença-t-elle d'une voix brisée, mais il la coupa avec une froideur qui glaçait le sang. « Je ne veux pas d'excuses. Regardez-moi ce désastre. » hurla-t-il en pointant du doigt quelques gouttes de café sur le marbre de Carrare. « Ma réunion avec des investisseurs d'Arabie Saoudite a lieu dans 1 heure, et votre incompétence pourrait me coûter des millions. » Les employés qui passaient dans le couloir s'arrêtèrent pour observer la scène. Muriel Aubry, la secrétaire de direction, baissa les yeux, embarrassée par le comportement de son patron. D'autres chuchotaient entre eux, certains filmant discrètement avec leur téléphone. « Vous êtes une incapable. Est-ce que vous... I didn't form plek. I didn't fermeka. I didn't fermek. I didn't form. Ferme. Formek. X-formive. Vous êtes une incapable. Est-ce que vous savez faire quoi que ce soit correctement? Cela fait 3 ans que vous travaillez ici, et vous êtes toujours aussi incompétente. » Céline serra les lèvres pour retenir les larmes qui commençaient à couler sur ses joues. Elle pensa à Chloé, sa fille, qui étudiait la médecine à la Sorbonne grâce aux heures supplémentaires qu'elle effectuait en nettoyant ses mêmes bureaux tard le soir. Elle pensa à Hugo, son fils cadet, qui l'attendait à la maison avec le dîner prêt, et ce sourire qu'il lui offrait toujours en la voyant rentrer fatiguée, mais fière de sa journée de travail honnête. « Monsieur, » intervint Muriel d'une voix tremblante. « Pourrions-nous en parler en privé ?»« Non, » rugit Damien, se tournant vers elle, les yeux injectés de colère. « Je veux que tout le monde voie ce qui se passe quand le travail n'est pas fait correctement. Cette femme doit apprendre une bonne fois pour toute sa place dans ce monde. » Un silence de mort s'empara du couloir. Les employés regardaient la scène avec un mélange d'horreur et de compassion. Certains des plus jeunes sortirent leur téléphone, sentant d'instinct qu'ils assistaient à un moment de rupture. Céline leva les yeux, et pour la première fois de sa vie, quelque chose changea en elle. Une étincelle de dignité, endormie depuis des années, commença à s'enflammer. « Sauf votre respect, monsieur Lenoir, » dit-elle d'une voix ferme, en essuyant ses larmes du revers de la main. « Je travaille honnêtement. J'arrive tôt, je pars tard quand il le faut, et je n'ai jamais manqué de respect à qui que ce soit dans cette entreprise. » La surprise se lut sur le visage de Damien. Il ne s'attendait pas à ce que cette femme lui réponde. « Comment osez-vous » commença-t-il. Mais Céline l'interrompit. « Je n'ai pas fini » poursuivit-elle, sa voix gagnant en force à chaque mot. « Vous pouvez me crier dessus, vous pouvez m'humilier devant tout le monde, mais vous ne pourrez jamais m'enlever la dignité que mon travail honnête me donne. » Les murmures parmi les employés s'intensifièrent. Jamais personne n'avait osé affronter Damien Lenoir de cette manière, et encore moins une agente d'entretien. « Vous savez quoi ?» cracha Damien, s'approchant dangereusement de Céline. « Vous êtes renvoyé. Rassemblez vos affaires et quittez mon immeuble sur le champ. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Céline sentit le sol se dérober sous ses pieds. Sans ce travail, comment paierait-elle les études de Chloé? Comment nourrirait-elle Hugo? « Monsieur Lenoir » murmura une voix au bout du couloir. Olivier Hébert, le directeur juridique de l'entreprise, s'approcha d'un pas rapide, l'air grave et inquiet. « Pourrais-je vous parler en privé? Je n'ai pas le temps pour, » commença Damien, mais Olivier l'interrompit d'un regard sérieux. « C'est urgent, monsieur, extrêmement urgent. » Quelque chose dans le ton d'Olivier fit hésiter Damien. L'avocat tenait à la main une grande enveloppe Kraft qui semblait contenir des documents importants. « 5 minutes », grogna Damien en se dirigeant vers son bureau. Avant d'entrer, il se retourna vers Céline. « Vous, ne bougez pas d'ici. Quand je sortirai, je veux que vous soyez hors de cet immeuble. » Tandis que les 2 hommes disparaissaient derrière les portes vitrées du bureau de direction, Céline resta seule dans le couloir, entourée d'employés qui la regardaient avec un mélange d'admiration et de pitié. Ses jambes tremblaient, mais elle tint bon. « Céline, » murmura Muriel en s'approchant prudemment, « ce que vous avez fait était très courageux. »« Courageux ou stupide ?» répondit Céline avec un sourire amer. « Cela n'a plus d'importance. » Mais au fond de son cœur, une étrange sensation lui soufflait que ce n'était que le début. C'était comme si l'atmosphère s'était chargée d'une tension nouvelle, comme si le destin s'apprêtait à basculer. Depuis le bureau de Damien, des éclats de voix commençaient à se faire entendre. À travers la vitre,
On pouvait voir Olivier montrer des documents au PDG, dont le visage pâlissait à vue d'œil au fil de sa lecture. « Qu'est-ce qui se passe à votre avis » chuchota l'un des employés. « Je ne sais pas » répondit un autre. « Mais je n'ai jamais vu Olivier aussi sérieux. » Céline attendit, le cœur battant si fort qu'elle craignait que tout le monde puisse l'entendre. Elle ignorait que les papiers qu'Olivier montrait à Damien contenaient des informations qui allaient bouleverser non seulement sa propre vie, mais aussi tout ce qu'elle croyait savoir d'elle-même. Les cris redoublèrent d'intensité dans le bureau. Damien frappa son bureau du poing avec une telle violence que le bruit résonna dans tout l'étage. Olivier continua de parler, désignant les documents avec insistance. Soudain, les portes s'ouvrirent à la volée. Damien sortit, le visage livide, suivi d'un Olivier grave, mais déterminé. Damien regarda Céline comme s'il la voyait pour la toute première fois de sa vie. Ses yeux, qui brûlaient de colère quelques minutes plus tôt, exprimaient désormais de la stupeur, de l'incrédulité et une pointe de terreur. « Céline Valois », dit Olivier d'une voix solennelle, s'approchant d'elle les documents à la main. « Nous devons parler. Ce que vous allez entendre va changer votre vie à jamais. » Le couloir devint instantanément silencieux. Tous les employés retinrent leur souffle, sentant qu'ils assistaient à un moment historique. Céline regarda les papiers dans les mains d'Olivier, puis Damien, qui semblait avoir vieilli de 10 ans en l'espace de quelques minutes. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Olivier prit une profonde inspiration avant de répondre. « Madame, ces documents prouvent une vérité qui va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même. Votre véritable identité, votre passé, et surtout votre avenir. » Les mots flottèrent dans l'air comme un écho prophétique. Céline sentit ses jambes fléchir, mais une force intérieure retrouvait la maintint debout. Sa vie ne serait plus jamais la même. Le silence était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Céline sentait le monde tourner autour d'elle, mais elle garda les pieds ancrés sur ce sol de marbre qu'elle avait si souvent nettoyé. « Madame » commença Olivier d'une voix solennelle. « Ce que je m'apprête à vous révéler va bouleverser votre existence. » Damien, qui se comportait comme un lion rugissant quelques minutes plus tôt, ressemblait désormais à un homme terrassé. Son visage avait perdu toute couleur et ses mains tremblaient visiblement. Les employés s'en aperçurent et commencèrent à chuchoter. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura une réceptionniste. « Je n'ai jamais vu le patron dans cet état. » Olivier déplia le premier document avec un soin presque cérémonieux. C'était un papier jauni par le temps, portant des sceaux officiels et des signatures datant de plusieurs décennies. « Céline Valois », prononça-t-il avec gravité. Ou devrais-je dire, Céline de Montbrison. Un soupir de stupeur collectif parcourut le couloir. Céline sentit ses forces la quitter. Ce nom, de Montbrison, résonna en elle comme un écho lointain, le souvenir diffus d'un rêve oublié. « Non, je ne comprends pas », murmura-t-elle d'un souffle. Olivier prit une nouvelle inspiration. « Il y a 30 ans, vous étiez l'héritière de l'une des plus grandes fortunes du pays. La famille de Montbrison possédait des industries textiles, d'importants parcs immobiliers et une chaîne d'hôtels de luxe implantés dans toute l'Europe. Ces révélations tombèrent comme des coups de tonnerre. Céline secoua la tête, refusant de croire à cette réalité impossible. « C'est ridicule », intervint Damien d'une voix rauque, tentant de retrouver un semblant d'autorité. « Cette femme est une simple agente d'entretien. C'est impossible. »« Silence », trancha Olivier avec une autorité qui surprit tout le monde. « Vous avez déjà fait assez de dégâts. » L'avocat se tourna de nouveau vers Céline, le regard empreint d'une profonde bienveillance. « Madame, lorsque vous aviez 15 ans, vos parents, Édouard de Montbrison et Catherine de Salignac, ont péri dans un tragique accident de voiture sur la route de la Corniche, près de Nice. Vous avez été gravement blessé et vous avez perdu la mémoire. » Céline sentit son cœur se serrer. Des fragments d'images floues commencèrent à danser dans son esprit, une grande demeure entourée de parcs, une femme au sourire doux l'appelant « ma chérie ». « Non, ce n'est pas possible », chuchota-t-elle, les larmes coulant de nouveau. « Votre oncle, Régis de Montbrison, poursuivit Olivier, a profité de votre état de vulnérabilité et de votre amnésie pour vous faire officiellement déclarer morte. Il s'est approprié l'intégralité de la fortune familiale et vous a placé dans un foyer sous une fausse identité. » Les murmures des employés redoublèrent. Certains sortirent leur téléphone pour enregistrer ce qui s'annonçait déjà comme un scandale national. « Mais cela signifie que… » commença Muriel, les yeux écarquillés. « Oui », confirma Olivier en montrant un autre document. « Céline Valois est la légitime héritière de la fortune des Montbrison, une fortune estimée aujourd'hui à environ 500 millions d'euros. » Le silence qui s'ensuivit fut absolu. Céline dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber.
L'ironie de la situation la frappa de plein fouet. La femme que Damien venait d'humilier en lui disant qu'elle n'était bonne qu'à nettoyer le sol était en réalité l'une des personnes les plus riches du pays. « Comment avez-vous découvert cela ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Olivier esquissa un sourire empreint de tristesse. « Votre oncle Régis est décédé la semaine dernière. Dans son testament, accablé par le remords, il a confessé tout ce qu'il avait fait. Le poids de la culpabilité l'avait rongé pendant toutes ces années. « Attendez, intervint Damien, la voix chevrotante. Vous êtes en train de me dire que je viens d'humilier la femme. Point là plus fortunée de cette ville, termina Olivier. Et la véritable propriétaire des actifs immobiliers qui concurrencent directement votre groupe. » Céline ferma les yeux pour tenter d'assimiler ces informations. Soudain, d'autres souvenirs refirent surface. Une immense bibliothèque, des cours de piano, et la voix chaleureuse d'un homme lui disant « Un jour, tout cela sera à toi, ma fille. » Il y a autre chose, ajouta doucement Olivier. Le groupe Les Noirs, pour lequel vous travaillez, doit des millions d'euros de loyer impayés à la société de gestion de votre famille. Plusieurs des immeubles que Damien utilise pour ses bureaux vous appartiennent légalement. Damien devint plus livide encore. La réalité de ses actes le frappait de plein fouet. Non seulement il avait publiquement humilié une femme innocente, mais il venait de détruire toute possibilité d'accord commercial avec la personne qui détenait désormais son avenir financier entre ses mains. « Madame de Montbrison, poursuivit Olivier, j'ai d'autres documents dans mon étude. Des titres de propriété, des comptes bancaires, des investissements. Tout cela vous attend. Mais avant, vous devez prendre une décision. »« Quelle décision ?» demanda Céline, encore sous le choc. « Que souhaitez-vous faire concernant ce qui vient de se passer ici ?» Tous les regards se tournèrent vers Damien, qui semblait s'être recroquevillé sur lui-même, l'ombre de l'homme arrogant qu'il était quelques minutes auparavant. Les employés attendaient sa réaction avec impatience, beaucoup se remémorant le caractère tyrannique de leur patron. Céline fixa Damien pendant de longues secondes. Elle repensa à toutes les fois où elle avait été rabaissée, non seulement par lui, mais par une société qui jugeait trop souvent les gens sur leurs fonctions plutôt que sur leurs valeurs humaines. Elle pensa à Chloé, qui étudiait d'arrache-pied grâce à des bourses au mérite, et à Hugo, qui travaillait à mi-temps pour aider le foyer. « Monsieur Lenoir, dit-elle enfin d'une voix calme mais assurée, exempte de toute rancœur. Vous m'avez donné une leçon aujourd'hui. » Damien leva les yeux, s'attendant à la sentence. « Vous m'avez montré que la véritable richesse ne réside pas dans l'argent, mais dans la dignité avec laquelle on traite son prochain. » Et sur ce point, ses yeux brillèrent d'une force tranquille. « Vous êtes le plus pauvre d'entre nous tous. » Les employés échangèrent des regards admiratifs. Même dans ce moment de triomphe, Céline conservait l'humilité et la décence qui l'avaient toujours caractérisée. Cependant, poursuivit-elle, et son ton se fit plus rigoureux, les actes ont des conséquences. Olivier hocha la tête, reconnaissant dans le regard de Céline la détermination qui caractérisait son père autrefois. « À compter de demain, déclara Céline, je demande à ce que l'ensemble des baux commerciaux entre mes propriétés et le groupe Les Noirs soient réexaminés. Je souhaite un audit complet de tous les retards de paiement et j'exige que chaque employé de cet immeuble bénéficie d'une augmentation de salaire de 30%. Des exclamations de joie et des applaudissements retentirent dans tout l'étage. Plusieurs personnes la remercièrent chaleureusement, les larmes aux yeux. « Mais ce n'est pas tout, » ajouta-t-elle en fixant Damien. « Je souhaite que vous restiez à la tête de votre groupe. » Un silence perplexe s'installa. Personne ne s'attendait à une telle clémence. « À une condition, » précisa-t-elle. « Vous suivrez une formation sur le management bienveillant et le respect au travail. De plus, chaque mois, vous passerez une journée entière à travailler au sein de chaque service de cette entreprise, en commençant par le service d'entretien. » Damien ouvrit la bouche pour protester, mais aucun son ne sortit. Il comprit qu'il venait de recevoir une leçon d'humanité qu'il n'oublierait jamais. « Acceptez-vous » demanda Céline. Damien baissa la tête, humilié mais soulagé de ne pas être totalement ruiné. « J'accepte. »« Très bien, » dit Olivier en rangeant ses papiers. « Nous commencerons dès demain les démarches légales pour rétablir officiellement votre identité et vos droits. » Tandis que les employés retournaient progressivement à leur poste, commentant encore l'événement, Céline resta un instant seule dans ce couloir. Elle regarda la serpillière posée contre le mur et sourit doucement. Peu importait la fortune qui l'attendait désormais, les valeurs acquises au cours de ses années d'efforts, la simplicité qu'elle s'était forgée et l'amour de ses enfants demeuraient ses plus beaux trésors. Son téléphone vibra. C'était Chloé. « Maman, comment s'est passée ta journée ?» Céline rit doucement à travers ses larmes. « Ma chérie,
Tu ne vas pas me croire. Le téléphone tremblait encore dans sa main alors qu'elle se dirigeait vers le parking de l'immeuble de bureau. 500 millions d'euros. L'héritière légitime, Céline de Montbrison. Chaque pas l'éloignait de la femme qu'elle était le matin même pour la rapprocher d'une destinée encore floue. « Chloé », murmura-t-elle, « j'ai besoin que tu rentres immédiatement à la maison. Prends Hugo avec toi. »« Maman, ta voix est bizarre. Tout va bien ?» demanda sa fille d'un ton inquiet. « Tout va pour le mieux, ma chérie. J'ai juste besoin de vous parler. C'est capital. »« Tu as perdu ton travail ?» demanda Chloé avec ce ton protecteur qu'elle adoptait parfois. « Ne t'en fais pas, je peux suspendre mes études. Et, surtout pas, » l'interrompit Céline avec une douceur ferme. « Au contraire, je crois que notre vie va changer. » En montant dans sa vieille voiture, qui lui parut soudain le témoin d'une époque révolue, Céline ressentit un flot d'émotions contradictoires, de la joie, de l'appréhension et le sentiment profond qu'une partie d'elle-même, endormie pendant 30 ans, s'éveillait enfin. Le trajet de retour lui sembla interminable. À chaque feu rouge, des réminiscences de son enfance lui revenaient à l'esprit, une femme élégante lui montrant les bases du piano, un homme attentionné lui lisant un livre avant de s'endormir, de vastes pelouses où elle courait avec un chien. Lorsqu'elle arriva dans son modeste appartement de la banlieue parisienne, Chloé et Hugo l'attendaient déjà, l'air préoccupé. « Maman, tu as pleuré », remarqua Hugo en s'approchant pour l'enlacer. À 6 ans, il montrait déjà une maturité qui la touchait profondément. « Oui, mon grand, j'ai pleuré », admit-elle en lui rendant son étreinte. « Mais ce ne sont pas des larmes de tristesse. » Chloé fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui s'est passé avec le directeur? Il t'a encore fait des remarques? » « Asseyez-vous tous les deux, » dit doucement Céline. « Ce que je vais vous raconter va vous paraître incroyable. » Le frère et la sœur s'assirent sur le petit canapé d'occasion de la pièce principale. Céline prit une inspiration pour structurer ses pensées. « Aujourd'hui, j'ai découvert que je ne suis pas tout à fait celle que je croyais. »« C'est-à-dire » demanda Chloé. « Mon véritable nom n'est pas Céline Valois. Je m'appelle Céline de Montbrison. » Hugo se redressa d'un coup. « Attends. De Montbrison, comme la famille d'hôteliers et d'industriels, on a étudié leur histoire économique en cours, mais on nous a dit qu'ils avaient disparu il y a 30 ans. C'est ce que tout le monde croyait, expliqua Céline. Pendant l'heure qui suivit, elle leur raconta toute la scène. L'altercation avec Damien, l'intervention d'Olivier, la révélation de son identité, l'accident qui lui avait fait perdre la mémoire à l'adolescence et la trahison de son oncle Régis. « Ça veut dire que tu avais mon âge quand tout cela est arrivé », murmura Chloé, touchée par le parallèle. « Oui, j'ai tout perdu d'un coup », confirma Céline. « Je me suis réveillée à l'hôpital sans aucun souvenir. On m'a dit que j'étais orpheline et sans ressources, puis on m'a placée sous l'identité de Céline Valois. » Des larmes coulèrent sur les joues de sa fille. « Maman, tout ce que tu as enduré, a travaillé jour et nuit pour nous élever, en culpabilisant de ne pas pouvoir nous offrir plus, alors que tu possédais tout cela. C'est insensé, » ajouta Hugo encore incrédule. « C'est une histoire singulière, » admit Céline. « Mais il y a quelque chose de bien plus précieux que cet argent. » Ses enfants la regardèrent. « Durant toutes ces années, c'est votre amour et votre présence qui m'ont permis de tenir. L'argent ne pourra jamais acheter ce que vous m'avez donné. » Hugo prit la main de sa mère. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? » « Je ne sais pas encore précisément, » reconnut Céline. « Olivier m'explique que j'ai des droits à faire valoir, mais cela implique aussi des responsabilités. » Son téléphone sonna, rompant le calme de l'appartement. C'était un numéro masqué. « Madame, c'est Olivier Hébert à l'appareil. »« Oui, je vous écoute. J'ai besoin de vous voir rapidement. Des complications surgissent. » Le cœur de Céline accéléra. Quel genre de complications? La nouvelle commence à se diffuser. Les médias s'intéressent déjà à l'affaire de l'héritière retrouvée, et certaines personnes voient votre retour d'un très mauvais œil. Un frisson traversa Céline. « Que voulez-vous dire? Je préfère vous l'expliquer de vive voix. Venez à mon étude, et amenez vos enfants avec vous. Vous pourriez avoir besoin de mesures de précaution. » Le mot « précaution » résonna avec gravité. « Nous arrivons » répondit Céline avant de raccrocher. « Qu'y a-t-il » demanda Chloé en voyant le visage soucieux de sa mère. « Il semble que reprendre le cours de mon histoire soit plus complexe que prévu. » 40 minutes plus tard, ils se trouvaient tous les trois dans l'élégant bureau d'Olivier, dans le quartier de l'Opéra. L'avocat affichait des traits fatigués et plusieurs quotidiens étaient étalés sur sa table de travail. Les titres étaient éloquents. Le retour de l'héritière oubliée, le mystère de Montbrison résolu après 30 ans. « C'est une véritable tempête médiatique, » expliqua Olivier. « Mais ce n'est pas le plus préoccupant. »« Qu'y a-t-il de pire ?» demanda Hugo.
Olivier leur présenta un document officiel. Les enfants de Régis de Montbrison, vos cousins, viennent de déposer un recours pour contester votre identité. Ils prétendent que la véritable Céline est décédée lors de l'accident et que vous tentez d'usurper son identité pour capter l'héritage. Chloé se leva d'un bond. C'est absurde. N'y a-t-il pas des tests ADN? Si, bien sûr, confirma Olivier. Mais ils soutiennent que les prélèvements ont pu être manipulés et ils ont engagé un cabinet d'avocats très influent. Céline sentit une nouvelle tension l'envahir. Elle venait de retrouver son passé et devait déjà se battre pour le défendre. De quelle somme parlons-nous exactement? On estime les actifs liquides à 500 millions d'euros, auxquels s'ajoutent des biens immobiliers évalués à près de 300 millions, soit environ 800 millions d'euros au total. Hugo laissa échapper un sifflement de surprise. On comprend pourquoi il s'y oppose. Il y a autre chose, reprit Olivier. Vos cousins gèrent ces fonds depuis des années. Si vous récupérez vos droits, ils devront rendre des comptes sur chaque centime. Et mes premières recherches indiquent des anomalies comptables notables. Ils ont détourné de l'argent? Demanda Chloé sans détour. Disons qu'ils ont fait preuve d'une gestion très particulière. Céline se leva et s'approcha de la fenêtre qui donnait sur les boulevards parisiens. En bas, la vie suivait son cours, indifférente au sort de l'une des plus grandes fortunes du pays qui se décidait dans ce bureau. C'est assez ironique, finit-elle par dire. Quoi donc? S'enquit Olivier. Ce matin encore, ma seule préoccupation était de savoir comment régler les frais de scolarité de Chloé. À présent, je pourrais presque acheter l'université, mais je dois d'abord prouver qui je suis. Un léger coup frappé à la porte interrompit la discussion. La secrétaire d'Olivier passa la tête par l'entrebâillement. « Veuillez m'excuser, maître, mais une dame insiste pour parler à madame de Montbrison. Elle prétend détenir des informations capitales sur l'accident d'il y a 30 ans. »« Qui est-ce » demanda Olivier. Elle n'a pas voulu donner son nom, mais elle dit avoir été proche de la famille. Un silence lourd s'installa. Céline échangea un regard avec ses enfants avant d'acquiescer. « Faites-la entrer, s'il vous plaît. » Une femme d'une 70e d'année, élégante, aux cheveux argentés impeccablement coiffés, pénétra dans la pièce. Sa seule présence imposait le respect. « Céline, » dit-elle d'une voix tremblante. « Je t'ai enfin retrouvée. » Céline ressentit une sensation étrange, comme si un tiroir secret de sa mémoire s'entr'ouvrait. « Je vous connais. » La visiteuse sourit à travers ses larmes. « Je suis Mireille de Salignac. J'étais la plus proche amie de ta mère et la dernière personne à vous avoir vu avant ce terrible drame. » Le silence se fit de nouveau complet. « Et je suis venu te dire, » poursuivit Mireille, « que cet accident n'avait rien d'une fatalité. Il a été provoqué. » Les mots de Mireille de Salignac résonnèrent avec gravité. Cet accident a été provoqué. Céline sentit ses forces l'abandonner à nouveau et dut s'agripper au dossier d'un fauteuil pour ne pas fléchir. « Comment cela a provoqué ?» murmura Chloé, sa voix perdant toute assurance. Mireille ferma les yeux un instant, rassemblant ses souvenirs avant de livrer un secret gardé pendant 3 décennies. Lorsqu'elle les rouvrit, son regard brillait de détermination. « Ton père, Édouard, avait découvert des agissements graves de la part de son frère Régis », commença Mireille en s'adressant à Céline. « 3 jours avant le drame, Édouard est venu chez moi, extrêmement soucieux. Il m'a confié avoir réuni des preuves établissant que Régis détournait des fonds des entreprises familiales depuis des années. Des millions d'euros transférés vers des comptes à l'étranger. » Olivier se redressa, attentif. « Disposez-vous de ces preuves ?» Mireille ouvrit son sac et en sortit une enveloppe de cuir vieilli. « Édouard me l'a confiée en me demandant de la conserver précieusement et de ne la produire que s'il lui arrivait malheur, à lui ou à sa famille. » Mighty Nine, elle en sortit des copies de relevés bancaires, de virements internationaux et de courriers professionnels. Les montants étaient considérables et tous portaient la signature de Régis de Montbrison. « C'est accablant, » murmura Hugo en observant les documents. « C'est la preuve d'une fraude massive. Ton père avait l'intention de le confondre le soir même, poursuivit Mireille, la voix serrée, mais Régis l'a devancé. Il savait qu'il était acculé. » Céline s'approcha lentement, comme fascinée. Dans un coin de l'un des documents, une note manuscrite disait « Pour ma Céline, s'il m'arrive quelque chose, trouve Mireille. Elle saura quoi faire. Je t'aime, papa. » La lecture de ces mots bouleversa Céline. Ce n'étaient pas de simples écrits, mais le témoignage d'un amour paternel qu'elle avait cru effacé. Des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues. Il pressentait le danger. « Édouard était un homme très lucide », confirma Mireille. « C'est pour cela qu'il m'a confié ces papiers. Mais après l'accident, lorsqu'on t'a déclaré décédé,
J'ai pensé que révéler la vérité n'aurait plus d'utilité. Régis avait fait main basse sur tout. Comment avez-vous su qu'elle était en vie? S'enquit Olivier. Mireille sourit doucement. Je n'ai jamais cessé de te chercher, Céline. J'ai engagé des recherches privées régulièrement, gardant l'espoir que tu aies survécu. En voyant ton visage dans la presse ce matin, j'ai tout de suite su que c'était toi. Tu as le regard de ta mère. Mais si vous possédiez ces pièces, intervint Chloé. Pourquoi ne pas avoir agi contre Régis? Parce qu'il m'a menacé, avoua Mireille. Après les obsèques, Régis est venu chez moi. Il m'a fait comprendre que si je parlais, je subirais le même sort qu'Édouard, Catherine et toi. Un froid s'installa dans le bureau. La nature réelle des événements de cette nuit-là apparaissait enfin à tous. Vous voulez dire que mon oncle... Céline ne put achever sa phrase. Régis a fait saboter le véhicule de ton père, confirma Mireille d'une voix blanche. Il a payé quelqu'un pour cela. Sa seule erreur a été de ne pas prévoir que tu survivrais. Olivier se leva brusquement. Cela change absolument tout. Nous ne parlons plus d'un litige civil ou d'une affaire d'héritage, mais d'un dossier criminel de la plus haute gravité. Mais Régis est mort, fit remarquer Hugo. Comment peut-on prouver de telles accusations aujourd'hui? Mireille fouilla de nouveau dans ses documents, parce que Régis n'a pas agi seul. Elle sortit un ancien enregistreur à bande. Édouard avait enregistré une conversation téléphonique entre Régis et l'exécuteur qu'il avait engagé pour saboter la voiture, quelques heures avant le drame. Mireille pressa la touche de lecture. Une voix d'homme, un peu déformée par le temps mais distincte, s'éleva dans la pièce. « Tout est prêt pour ce soir ?» demandait la voix de Régis. « Oui, patron. Les freins lâcheront dans la descente de la corniche. Cela passera pour un accident de la route. Et ma nièce? Elle voyage avec eux. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura aucun survivant. Bien. Une fois que ce sera fait, disparaissez. Nous ne nous sommes jamais vus. » L'enregistrement prit fin, plongeant la pièce dans la stupeur. Chloé portait les mains à sa bouche et Hugo semblait pétrifié. « C'est un élément capital, » murmura Olivier. « Il y a encore autre chose, » ajouta Mireille. L'homme que Régis avait engagé s'appelait Bernard Vasseur. C'était un garagiste aux antécédents troubles. « Où se trouve-t-il aujourd'hui ?» demanda Céline, la voix chargée d'émotion. « Il est décédé il y a 5 ans. Mais avant de mourir, rongé par les remords, il a tout confessé à son fils. Et ce fils... » Mireille marqua une pause. « Point m'a contacté ce matin après avoir lu les journaux. » Olivier prit l'interphone de son bureau. « Madame Lambert, pourriez-vous faire monter la personne qui attend dans l'entrée ?» La porte s'ouvrit sur un homme d'une quarantaine d'années, visiblement intimidé mais résolu. Il tenait un dossier cartonné à la main. « Madame de Montbrison, » commença-t-il avec respect, « je m'appelle Raphaël Vasseur. Je suis le fils de Bernard Vasseur. » Céline l'observa, tentant de réaliser qu'elle faisait face au fils de l'homme qui avait saboté la voiture de ses parents. « Mon père a vécu dans le tourment tout le reste de sa vie, » poursuivit Raphaël. Avant de s'éteindre, il m'a fait promettre que si jamais un membre de la famille de Montbrison réapparaissait, je lui remettrais ceci. Il ouvrit le dossier et en sortit un chèque d'époque et des notes manuscrites. C'est le chèque que Régis de Montbrison a versé à mon père, daté du jour même de l'accident. Et voici la confession écrite de mon père, signée et certifiée devant témoins avant sa mort. Olivier examina attentivement les pièces. Ces documents sont authentiques et exploitables. Avec l'enregistrement de Mireille, nous disposons de preuves solides pour ouvrir une enquête criminelle de grande envergure. Mon père m'a aussi confié que Régis avait corrompu du personnel médical à l'époque pour accélérer la déclaration de décès de Céline et éviter des examens approfondis, ajouta Raphaël. Qui était ce médecin? S'enquit Chloé. Le docteur Albert Simon. Il était de garde ce soir-là. Il est aujourd'hui à la retraite, mais en voyant la presse ce matin, il m'a contacté. Il se dit prêt à témoigner de tout ce qu'il sait pour soulager sa conscience. Céline se sentit submergée par la noirceur de cette conspiration qui avait détruit sa famille pour des questions d'argent. Il y a un dernier point, dit Mireille avec précaution. La famille proche de Régis était parfaitement au courant. Son épouse et ses enfants, ceux-là même qui contestent aujourd'hui votre identité. Mes cousins savaient, réalisa Céline. Oui, ils ont grandi en connaissant l'origine de leur fortune et votre existence potentielle. Ils ont eux aussi mené des recherches, non pas pour vous retrouver, mais pour s'assurer que vous restiez dans l'ombre. Un silence pesant s'installa dans la pièce. « Que faisons-nous à présent ?» demanda Hugo. Olivier se tourna vers son écran. « Je prends immédiatement contact avec le procureur de la République. Nous ne sommes plus dans le cadre d'un simple litige civil, mais face à une affaire d'homicide volontaire avec préméditation. Et concernant leur contestation sur l'héritage, demanda Céline, avec de tels éléments,
leur requête sera immédiatement classée sans suite, et ils feront l'objet de poursuites pénales pour recel et complicité. Mireille prit les mains de Céline dans les siennes. « Ton père serait fier de toi, Céline. Malgré les épreuves, tu as élevé 2 enfants formidables et tu as gardé toute ta droiture. » Céline regarda Chloé et Hugo. « Ils sont ma plus belle réussite. Et à présent, ajouta Olivier, vous allez enfin obtenir la justice qui vous est due. » Raphaël s'approcha respectueusement. « Madame de Montbrison, je sais que cela ne réparera rien, mais je suis à votre entière disposition pour témoigner devant la justice. » « Vous n'êtes pas responsable des fautes de votre père, Raphaël, » répondit Céline avec bienveillance. « Votre présence ici aujourd'hui honore votre démarche. » Le téléphone d'Olivier sonna de nouveau. Après une rapide conversation, il raccrocha avec un visage soulagé. Le parquet réagit très vite compte tenu de la gravité des pièces. Des mandats d'amener vont être délivrés à l'encontre de vos cousins. Céline ressentit un soulagement mêlé de mélancolie. La justice allait enfin suivre son cours, mais rien ne lui rendrait les 30 années volées auprès de ses parents. « Vous savez, dit-elle en essuyant une dernière larme, mon père m'a montré une chose essentielle à travers son message. L'affection véritable surmonte toutes les épreuves et le temps. » Chloé sourit. « Qu'allons-nous faire maintenant, maman? Nous allons honorer leur mémoire de la plus digne des manières, » répondit Céline avec résolution, « et veiller à ce que cette fortune serve à accomplir le bien qu'ils ont toujours voulu faire autour d'eux. » Le lendemain matin, une pluie fine tombait sur Paris, faisant écho à l'agitation qui régnait autour de l'affaire de Montbrison. Les journaux titraient en une « Complot familial historique révélé. L'héritière survivante obtient justice. Mandat d'arrêt contre les consorts de Montbrison. » Le téléphone de Céline ne cessait de sonner. Journaliste, curieux, ancien collègue. Elle décida de couper l'appareil pour préserver sa tranquillité. « Maman » intervint Chloé en regardant par la fenêtre. « Il y a de nombreux journalistes en bas de l'immeuble et la police est là. » Céline ressentit une certaine appréhension. « La police? Pourquoi ?» Hugo, qui consultait les actualités sur son ordinateur, leva les yeux, inquiet. « Vos cousins ont pris la fuite. » « Comment ça, la fuite? » D'après les dernières dépêches, ils auraient quitté le territoire national à bord d'un vol privé hier soir, juste avant l'émission des mandats d'arrêt. On frappa à la porte de l'appartement. Céline s'approcha prudemment de l'interphone. « Madame de Montbrison, c'est le commissaire Marc Fontaine, de la police judiciaire. Je dois vous parler d'urgence concernant votre sécurité. » Céline lui ouvrit. Quelques instants plus tard, un homme d'une 50aine d'années, au ton courtois mais sérieux, entra accompagné d'une inspectrice. « Madame de Montbrison, voici l'inspectrice Clémence Royer, de la protection des personnes. Nous avons des éléments indiquant que vos cousins, Sébastien et Valérie de Montbrison, ont vidé plusieurs comptes bancaires avant leur départ, emportant près de 50 millions d'euros. En tant qu'unique héritière légitime en mesure de contester ces mouvements de fonds, vous pourriez être exposé à des pressions ou à des menaces. » Hugo intervint. « Vous pensez qu'il pourrait s'en prendre à nous? Nous avons intercepté des échanges suggérant qu'ils cherchent à préserver leurs intérêts par tous les moyens, » répondit le commissaire. « Nous vous conseillons vivement d'accepter d'être logé dans un lieu sécurisé sous notre protection, le temps de les localiser. » One. Avant que Céline ne puisse répondre, son téléphone portable afficha un message provenant d'un numéro inconnu. « Renoncez à vos démarches ou vos enfants en subiront les conséquences. Vous avez 48 heures. » Céline montra le message au commissaire Fontaine. « Cela confirme nos craintes, » dit-il. « Nous devons vous mettre à l'abri immédiatement. »« Non, » déclara Céline d'une voix calme mais résolue. « Je refuse de me cacher ou de vivre dans la crainte de ces personnes. Ils m'ont déjà dérobé 30 ans de ma vie. Je ne leur céderai pas un jour de plus. »« Maman, » s'inquiéta Chloé, « c'est dangereux. Ils sont capables de tout. »« Je le sais, ma chérie. Mais les criminels agissent toujours dans l'ombre et le secret. Si nous exposons tout au grand jour, s'ils sont constamment sous le feu des projecteurs, ils ne pourront rien faire sans attirer immédiatement l'attention du monde entier. » Le commissaire fronça les sourcils. « C'est une stratégie audacieuse, mais très risquée. »« C'est la seule viable à long terme, » insista Céline. « De plus, j'ai l'intention de prendre une décision radicale. »« Laquelle ?» demandèrent-ils tous ensemble. « Je vais officiellement et publiquement renoncer à l'intégralité de cet héritage. » Un silence de stupéfaction s'installa dans la pièce. « Maman, tu es sûre? C'est ton patrimoine légitime, » dit Chloé. « Écoutez-moi, » expliqua Céline. « Si je renonce publiquement à ces 800 millions d'euros pour les verser intégralement à des fondations et des œuvres d'utilité publique, quelle utilité aurait-il à s'en prendre à moi ou à vous? Il n'y aura plus rien à gagner ni à récupérer.
Hugo comprit la logique de sa démarche. En faisant cela, tu désarmes complètement leurs menaces. Exactement. Et en même temps, ce sera la plus belle façon de rendre hommage à mes parents, qui ont toujours été des personnes généreuses et tournées vers les autres. Le commissaire Fontaine hocha la tête, impressionné. C'est une décision d'une grande noblesse. Êtes-vous certaine de vouloir abandonner une telle fortune? Céline regarda ses enfants avec un sourire serein. Monsieur le commissaire, j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin dans cette vie. 2 heures plus tard, la grande salle de réception de l'hôtel Ritz à Paris était comble. Olivier avait organisé la conférence de presse en urgence, tandis que Mireille s'était déplacée pour soutenir Céline. Lorsque Céline monta à la tribune, entourée de Chloé et de Hugo, les murmures cessèrent. Elle portait une tenue simple mais élégante, retrouvant naturellement l'allure qui siérait à son rang. « Mesdames, messieurs », commença-t-elle d'une voix claire, « mon nom est Céline de Montbrison, bien que j'ai vécu ces 30 dernières années sous celui de Céline Valois. » Les flashs crépitèrent de toutes parts. « Je suis devant vous aujourd'hui pour mettre un terme à une triste affaire de famille, mais aussi pour faire un choix d'avenir. Mes cousins ont choisi la fuite après avoir spolié ma famille. Je ne cherche pas la vengeance. Je souhaite simplement annoncer que je renonce formellement à l'intégralité de la fortune des Montbrison, qui me revient de droit. » La salle s'agita aussitôt, les journalistes posant de nombreuses questions à la fois. Céline fit signe de calmer l'assistance. « Ces 800 millions d'euros seront intégralement versés à une fondation d'aide aux orphelins, aux personnes souffrant d'amnésie traumatique et aux travailleurs modestes. Mes parents croyaient fermement à la solidarité. C'est ma façon de prolonger leur action. » « Et qu'en est-il de vos cousins en fuite ?» demanda un reporter. « En transmettant ces fonds à des organismes d'utilité publique, je n'ai plus aucun intérêt financier personnel dans cette affaire. L'argent détourné devra être restitué directement à ces œuvres et non à moi-même. Ils n'ont plus aucune raison de me considérer comme un obstacle. C'était une initiative particulièrement habile. En se retirant de l'équation financière, elle se protégeait tout en assurant l'avenir de projets de bienfaisance. Ne regrettez-vous pas de renoncer à une telle somme ?» interrogea un journaliste de télévision. Céline sourit en passant ses bras autour de ses enfants. « Monsieur, il y a 1 semaine, j'étais une employée d'entretien s'inquiétant du lendemain. Aujourd'hui, je sais que mes parents m'ont aimé et protégé, et j'ai la chance d'avoir 2 enfants formidables à mes côtés. Je suis déjà extrêmement riche de ce qui compte vraiment. » La conférence se poursuivit ainsi, Céline répondant à chacun avec beaucoup de dignité et de bon sens. À la fin de la rencontre, alors qu'ils quittaient l'hôtel, Mireille prit Céline à part. « Édouard et Catherine seraient fiers de toi. Ta décision est courageuse. »« C'est le choix de la liberté, Mireille, » répondit Céline. Olivier s'approcha alors, son téléphone à la main. « Les avocats de vos cousins viennent de nous contacter. Se sachant désormais acculés et sans levier de négociation, ils proposent de se rendre aux autorités. Votre stratégie a parfaitement fonctionné. » Céline montra le message à Chloé et Hugo, qui sourirent de soulagement. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Hugo. « Maintenant, » dit Céline en lui ébouriffant affectueusement les cheveux, « nous rentrons chez nous pour vivre notre vie, tout simplement. » 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette annonce publique qui avait trouvé un large écho dans la presse internationale. Sébastien et Valérie de Montbrison étaient désormais aux mains de la justice française et le quotidien de Céline et de ses enfants reprenait un cours plus paisible. Cependant, un jeudi matin, un appel d'Olivier Hébert vint à nouveau bousculer le calendrier. « Céline, j'ai besoin que vous veniez à mon étude, dès que possible avec Chloé et Hugo. Quelqu'un qui vous cherche depuis 30 ans vient d'arriver. De qui s'agit-il? Je préfère vous laisser la surprise, mais c'est une rencontre importante pour vous. » 1 heure plus tard, ils entrèrent dans le bureau d'Olivier. Une dame d'environ 75 ans, à l'élégance classique, vêtue de ton clair et dotée d'un regard d'une grande bienveillance, se tenait debout près de la fenêtre. « Céline, » dit Olivier avec douceur, « je te présente Elisabeth de Castel. Elle est la sœur aînée de ton père, ta tante. » Céline crut un instant rêver. Elle, qui s'était crue si longtemps isolée, découvrait l'existence d'une tante. « Céline, ma chérie, » murmura Elisabeth en s'approchant, les larmes aux yeux. « Je t'ai enfin retrouvée. » Céline fit quelques pas vers elle. « Mais, si vous êtes la sœur de mon père, comment se fait-il que j'ai ignoré votre existence ?» Elisabeth lui prit doucement les mains. « Régis s'est assuré de nous tenir éloignés. J'étais la seule de la famille à me méfier de lui à l'époque. » Ils prirent tous place autour de la table de réunion, et Elisabeth commença son récit. « Lorsque le drame s'est produit, j'accompagnais mon époux en mission diplomatique à l'étranger. Régis m'a téléphoné pour m'annoncer l'accident,
mais son ton m'a paru singulièrement détaché, presque soulagé. Je suis rentré immédiatement pour les obsèques, mais à mon arrivée, on m'a annoncé que la cérémonie avait déjà eu lieu à huis clos. Régis a prétexté que c'était pour préserver l'intimité familiale compte tenu des circonstances. Elle marqua une pause, émue. Je n'ai jamais pu me résoudre à croire cette version des faits. Je n'avais pas d'enfant, et tes parents m'avaient choisi pour être ta marraine. Tu étais pour moi comme ma propre fille. J'ai engagé des recherches privées pendant des années, mobilisant d'importants moyens pour retrouver ta trace dans divers établissements, orphelinats et hôpitaux. Mais je cherchais Céline de Montbrison. Je ne pouvais imaginer qu'on t'avait enregistré sous le nom de Céline Valois. Comment avez-vous fini par me retrouver alors? Demanda Céline. C'est sœur Marie-Madeleine, la directrice de l'ancien foyer où tu as grandi, qui m'a contacté après avoir vu ta conférence de presse à la télévision. Elle est d'ailleurs présente aujourd'hui. La porte s'ouvrit pour laisser entrer une dame âgée, portant le costume simple de sa congrégation. Céline l'a reconnue aussitôt. Sœur Marie-Madeleine avait été une présence attentive et rassurante durant les années difficiles de son adolescence. « Céline, mon enfant », dit-elle d'une voix fatiguée mais chaleureuse. Céline se leva pour l'embrasser chaleureusement. « Ma sœur, je suis si heureuse de vous revoir. » Sœur Marie-Madeleine prit place avec eux et apporta ses propres éclairages. Quand tu es arrivée chez nous, tu étais profondément marquée par le choc de l'accident. Tu n'avais aucun souvenir de ton passé. Tes papiers indiquaient simplement le nom de Céline Valois, mais nous avions remarqué tes manières élégantes, ton éducation attentive, ta sensibilité artistique. Tu évoquais parfois de grands parcs ou des leçons de piano, ce qui nous laissait penser que ton histoire était différente de celle qui figurait sur tes documents officiels. Malheureusement, à l'époque, nous n'avions pas les moyens de mener des investigations approfondies. Elle se tourna ensuite vers Olivier. « Parlez-lui de Robert. » Le visage de la religieuse s'éclaira. « Ah oui, Robert Hébert. » Céline parut surprise. « Hébert? Comme Olivier? »« Robert est mon neveu, » expliqua l'avocat avec un sourire. « Il faisait du bénévolat au foyer pendant ses études universitaires. »« Robert, » se souvint Céline. Un jeune homme attentif qui m'aidait pour mes devoirs de mathématiques. « C'est bien lui, » confirma sœur Marie-Madeleine. « Il avait beaucoup d'affection pour toi. Lorsqu'il a terminé ses études, il souhaitait t'accompagner dans la vie. Mais à 10 à 8 ans, encore inquiète de ton avenir, tu as choisi de quitter discrètement le foyer pour tracer ton propre chemin. C'est peu après que tu as rencontré le père de tes enfants. Qu'est-il devenu? Demanda gentiment Chloé. Il est devenu ingénieur en génie civil et s'est établi au Canada, répondit Olivier. Mais en voyant les récents reportages à la télévision, il m'a immédiatement appelé. Il a reconnu ton regard. Il m'a demandé s'il pouvait venir te rendre visite prochainement. Céline ressentit une douce émotion à l'évocation de ses vieux souvenirs. Il y a une dernière chose, dit doucement Elisabeth de Castel, en ouvrant un coffret en bois précieux qu'elle avait posé sur la table. Voici les bijoux de ta mère. Je les avais conservés en lieu sûr pour que Régis ne s'en empare pas. À l'intérieur reposaient des parures délicates et, au centre, une bague ornée d'un rubis d'une belle intensité. Cet anneau appartient à notre famille depuis plusieurs générations, expliqua Elisabeth. Ta mère m'avait demandé de te le remettre le jour de tes fiançailles. En passant la bague à son doigt, Céline ressentit un véritable déclic. Des images claires de sa mère se préparant pour une soirée de fête, de son père lui souriant chaleureusement et de réunions de famille joyeuses lui revinrent instantanément en mémoire. « Je me souviens de tout », murmura-t-elle, les yeux embués de larmes de joie. Les précieux souvenirs d'enfance se réassemblaient enfin, comblant le vide douloureux qu'il avait habité pendant tant d'années. « Vous voyez, » dit-elle à ses enfants en les serrant contre elle, « la famille est de nouveau réunie, et c'est là notre plus grande victoire. » Elisabeth de Castel prit alors la parole. « Pour célébrer ces retrouvailles et honorer la mémoire de tes parents, je souhaite créer une fondation d'études. Elle permettra à des jeunes sans ressources ou issus de foyers de poursuivre des études supérieures en médecine ou en ingénierie, à l'image des parcours de Chloé et de Hugo. « C'est un projet magnifique, tante Elisabeth, » répondit Céline, touchée par cette attention. Quelques mois plus tard, la justice avait fait son œuvre. Sébastien et Valérie de Montbrison avaient été condamnés pour leur malversation et leur complicité passée. Le docteur Simon avait lui aussi répondu de ses actes devant les tribunaux, exprimant de sincères regrets pour ses défaillances de l'époque. Ce samedi matin, l'atmosphère était à la fête. La famille s'était installée dans une agréable demeure de famille qu'Elisabeth avait mise à leur disposition pour leur permettre de commencer ce nouveau chapitre de leur vie. Chloé,
vêtue de sa robe de cérémonie, venait de valider son année d'études médicales avec les félicitations du jury. Hugo, quant à lui, mettait la dernière main au discours qu'il devait prononcer l'après-midi, même pour l'inauguration de la Fondation Montbrison-Salignac. Sœur Marie-Madeleine avait accepté d'en superviser l'organisation générale, tandis que Mireille s'occupait de la mise en place des parrainages pour les jeunes bénéficiaires. Alors que chacun s'activait dans la maison, la sonnette retentit. Olivier alla ouvrir avec un sourire entendu. Sur le pas de la porte se tenait un homme d'une quarantaine d'années, au regard chaleureux et aux cheveux légèrement grisonnants. « Bonjour Céline », dit-il d'une voix posée. Céline resta un instant interdite avant de sourire chaleureusement. « Robert, je suis ravi que tu aies pu venir. » Il entra et salua chaleureusement l'assistance, faisant la connaissance de Chloé et de Hugo. « Votre mère m'a beaucoup appris à l'époque sur la persévérance, » dit-il aux enfants avec simplicité. « Je suis heureux de voir le chemin qu'elle a parcouru. » La cérémonie d'inauguration de la Fondation fut un moment d'une grande solennité. De nombreuses personnalités, des représentants d'associations et les premiers jeunes bénéficiaires s'étaient réunis dans les salons de réception. Lorsque Céline prit la parole, le silence se fit complet. « Il y a moins d'un an, j'assurais l'entretien d'immeubles de bureaux en pensant que ma vie se résumerait à ces tâches quotidiennes. Aujourd'hui, je me tiens devant vous non pas pour célébrer une réussite matérielle, mais pour donner du sens à une épreuve. Cette fondation est née de la volonté d'offrir des opportunités à ceux que la vie a éprouvés. C'est le plus bel hommage que je pouvais rendre à mes parents. » Son discours fut chaleureusement applaudi par l'Assemblée, visiblement touché par la sincérité et la mesure de ses propos. Le soir venu, la famille et ses proches se retrouvèrent pour un dîner intime dans le jardin de la propriété. Autour de la table étaient réunis Céline, ses enfants, sa tante Elisabeth, Mireille, sœur Marie-Madeleine, Olivier, Robert, ainsi que Raphaël Vasseur, qui avait tant aidé à la manifestation de la vérité. Robert prit sa guitare et joua un air doux qui rappela à Céline leurs jeunes années au foyer. Les rires et les conversations animées témoignaient de la sérénité retrouvée. « C'est un dénouement singulier », confia Chloé à sa mère en l'observant avec tendresse. « Tout a commencé par une injustice et cela se termine par la création de tant de belles choses pour d'autres. »« C'est la force de la persévérance, ma chérie », répondit Céline en souriant. Plus tard dans la soirée, alors que les invités commençaient à prendre congé, Céline reçut des mains d'Olivier un pli officiel provenant des services de l'État, l'invitant à recevoir prochainement les insignes de l'Ordre national du mérite pour son engagement social et philanthropique. Céline regarda le document avec une grande humilité. « Je l'accepterai volontiers, non pas à titre personnel, mais au nom de tous ceux qui travaillent chaque jour dans l'ombre avec courage et dignité. » Avant de se retirer pour la nuit, elle ouvrit son carnet pour y inscrire ces quelques lignes. « Ce soir, le passé a trouvé sa juste place. L'identité que l'on m'avait retirée est restaurée, non pas sous la forme d'une fortune matérielle, mais par le retour de l'affection des miens et le bonheur de se rendre utile. Je m'appelle Céline de Montbrison, et je suis enfin en paix.